On m'a laissé une personne qui n'a pas besoin d'être présentée, qui n'a pas besoin d'une personne comme moi de le présenter. Alors, vous connaissez Younes. Qui ne connaît pas Younes, levez les mains. Ah. Donc, Younes, c'est l'allergologie marocaine qui marche en pied, qui va présenter les hypersensibilités aux AINS. À vous la parole. Merci beaucoup, cher ami. C'est difficile de parler après cette belle et ce très bel exposé du professeur Nicolas. À chaque fois, je découvre le mastocyte différemment. C'est jamais pareil. Vous ne me dites pas tout à chaque fois, vous laissez quelque chose et c'est extraordinaire. Ces sous-populations, les 7 sous-populations de mastocytes. Je vais vous parler des hypersensibilités aux AINS un an après, parce que c'est un sujet qui était programmé l'année dernière et qu'on a reporté. Et vous avez vu l'importance de l'hypersensibilité aux AINS, notamment comme inducteur dans les mastocytes, dans les mastocytoses. Le professeur Jean-François Nicolas vous en a parlé. Alors, quelle est l'ampleur du problème ? Les AINS représentent à peu près un quart des réactions adverses médicamenteuses, toutes confondues, et la prévalence de l'hypersensibilité à l'aspirine, elle avoisine les 2,5%. Et voilà pourquoi les pneumologues, ils ont peur des AINS, parce qu'il y a 11% d'asthmatiques qui réagissent, mais effectivement, je suis d'accord, ce n'est pas une raison de les contre-indiquer. Alors, l'histoire de l'aspirine, elle provient d'une plante millénaire qui s'appelle la saule, le saule blanc ou la reine des prés, qui a été découverte il y a à peu près 2000 ans ou 400 ans avant Jésus. Et puis, donc l'avènement de l'aspirine, c'est Bayer qui a commercialisé l'aspirine en 1900 à peu près, en 1900, au siècle dernier. Et l'avènement des coxibes, c'est les années 90, et on les a améliorés dans les années 2000. Voilà donc les coxibes qui vont être une alternative pour les crosses réactives, on va en parler. Alors, pourquoi il y a des problèmes avec les AINS? Parce qu'en fait, les AINS, ils vont mimer la structure de l'acide arachidonique, ils vont prendre sa place dans les COX, dans les enzymes qui vont être responsables donc de la transformation en kinine, bradykinine. Et ces COX, il y en a 2, les COX-1 et les COX-2. Alors, le mécanisme de l'hypersensibilité, c'est un mécanisme non allergique. Il va consister en un blocage de la production des prostaglandines, et notamment la prostaglandine E2, suite à une inhibition de la COX-1 par les AINS, du fait qu'ils vont prendre sa structure, vous allez le voir. Et de fait, ils vont libérer la voie des leucotriènes, car les prostaglandines, une fois inhibées, ils vont libérer la lipooxygénase, une enzyme qui est responsable de la production des leucotriènes, qui sont histaminolibérateurs, vasodilatateurs, vasoperméatifs et constricteurs du muscle lisse. Et ils sont donc, par conséquent, pro-inflammatoires. Voilà, donc, voilà comment ça se passe. Donc, une fois que les AINS vont bloquer cette voie de la COX-1, donc, et ils vont diminuer la libération des prostaglandines E2, donc il va y avoir la libération de cette voie des leucotriènes, et ces leucotriènes vont entraîner une bronchoconstriction, vasodilatation, perméabilité vasculaire et sécrétion de mucus. Et donc, c'est là qu'il va y avoir des manifestations cliniques d'œdème inflammatoire et d'angioëdème qui sont parfois très impressionnants. Alors, la classification des anti-inflammatoires, vous avez le rapport COX-1, COX-2, il est important à savoir. Alors, cette famille
donc, de l'aspirine, des propioniques, des indoliques, ils sont COX-1 supérieurs. Vous avez les intermédiaires. Vous avez les anti-COX-2 préférentiels et vous avez les anti-COX-2 purs. C'est important à savoir parce que pour l'alternative, on va, pour la majorité des cas, ça va être des réactions cross-réactives, intolérantes, et vous allez pouvoir proposer une alternative avec les intermédiaires ou les anti-COX-2 purs. Voilà, donc ça reprend à peu près la même chose. Vous avez les anti-COX-2 sélectifs qui vont être proposés chez les personnes qui sont intolérants, cross-intolérants. Ça, c'est pour vous dire que pour l'asthme induit par l'aspirine, alors, quel que soit le type d'ANS concernant l'ibuprofène, naproxène, diclofénac, bon, ils vont avoir des réactions croisées. Et c'est pour ça qu'on fait un test de provocation à l'aspirine si on veut prouver qu'il s'agit d'un cross intolérant. Et ça, c'est une classification qui dit à peu près la même chose. Vous avez les salicylés, donc dont le chef de file est l'aspirine. Les dérivés de l'acide acétylacélique sont l'indométhacine, le diclofénac, l'aclofénac, les phénamates, donc, qui est très utilisé pour les douleurs menstruelles, l'acide niflumique, les propioniques, donc, qui sont très utilisés par nos amis pédiatres comme antipyrétiques. Et puis vous avez les anti-inflammatoires intermédiaires, les oxycam. Les pyrazolés, ils ont été supprimés. Et vous avez le paracétamol et les coxyl. Alors, cette classification, elle est importante, elle est hyper importante parce que c'est la base de la décision qui va être prise par le médecin chez les personnes qui font une hypersensibilité aux anti-inflammatoires. Alors, cette classification, donc, elle va nous distinguer 5 phénotypes d'hypersensibilité aux AINS. D'abord, les cross-intolérants qui auront des réactions non immunologiques, pharmacologiques, donc ce sont ceux qui inhibent la voie COX-1, et les vrais allergiques, les réactions immunologiques qui vont réagir à un seul anti-inflammatoire, ce sont les single reactors. Alors, les cross-intolérants, on va les phénotyper en 3 types. Les AINS exacerbateurs de maladies respiratoires, donc l'asthme et la rhinite et la polypose nasosinusienne. Les AINS exacerbateurs de maladies cutanées, notamment l'urticaire chronique spontané. Et l'urticaire et l'angioedème, les anti-inflammatoires qui vont induire une urticaire ou un angioedème, voire une anaphylaxie. Par contre, les réactions immunologiques, il va s'agir d'un mécanisme d'hypersensibilité immédiate, IgE médié, qui va entraîner une urticaire ou un angioedème à un seul AINS. Et donc, on pourra donc proposer tous les autres AINS. Et dans le même ordre, les hypersensibilités retardées induites par les AINS dans les toxidermies, dans l'érythème pigmenté fixe, dans l'érythème polymorphe, etc. Pour aller un peu plus loin, donc, dans le premier groupe des cross-réactifs, des intolérants, on a donc ces AINS qui vont aggraver une maladie respiratoire type Vidal, impliquant l'aspirine. Les AINS facteurs aggravants de l'urticaire chronique, impliquant l'aspirine et les autres AINS, les COX-1 notamment, et les anti-inflammatoires qui vont induire une urticaire et un angioedème impliquant au moins 2 AINS de structure clinique. Donc vous allez voir donc, que dans ces 2 cas, il y a une pathologie sous-jacente. Pour le premier cas,
c'est la maladie respiratoire qui est sous-jacente. Pour le deuxième cas, c'est la maladie urticaire qui est sous-jacente. Mais la différence par rapport aux INS induisant une urticaire angioedème, il n'y a pas de maladie sous-jacente. Mais il va y avoir une réaction à deux anti-inflammatoires de structures chimiques différentes. Donc, on est toujours dans la cross-reaction. Alors, dans les réactions immunomédiées, nous avons l'INS, un INS ou plusieurs INS de la même structure chimique qui va entraîner une urticaire, un angioedème ou une anaphylaxie. Les INS de structures chimiques différentes sont bien tolérés. Donc, c'est des singles. On va réagir à une seule classe d'anti-inflammatoires. Les INS les plus impliqués sont les pyrazolones, les buprofènes, le diclofenac, l'aspirine et le paracétamol. Et dans les hypersensibilités retardées, l'INS va entraîner la plupart du temps une toxidermie, et les plus fréquentes, c'est l'érythème maculopapuleux, l'érythème pigmenté fixe, l'eczéma de contact, la photosensibilisation, mais aussi les toxidermies sévères, les DRESS et les LAIL. Alors, cette plaque résume toute la question. Et je remarque que nous avons à peu près les mêmes plaques, moi et Eleni, hein, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'elle a fait des cas cliniques pour les Dunal 2. Et donc, je reprends à peu près la même chose. Ces plaques, donc, c'est la même classification. Vous avez les cross-reactives. Ce sont des hypersensibilités non allergiques, pharmacologiques, donc, où ça reprend la même chose. Les INS qui vont exacerber une maladie respiratoire, les INS qui vont exacerber une maladie cutaneous disease, cutanée, et vous avez ceux qui vont induire une urticaire ou un angioedème ou une anaphylaxie. Donc, alors, tout ça, ce sont des mécanismes non immunologiques, mais par contre, les singles qui vont entraîner une réaction IgE médiée, alors que donc, la personne va tolérer toutes les autres classes, et les singles aussi qui vont entraîner une réaction retardée. Et ça, ce sont donc les mécanismes pour la première catégorie, ils sont liés à l'inhibition de la voie COX-1, alors que dans les anaphylaxies induites par les anti-inflammatoires, le mécanisme est IgE médié ici, et là, le mécanisme il est médié par les cellules T, les lymphocytes T. Voilà les différents phénotypes. Donc, la question qui doit être posée, est-ce que vous avez une maladie sous-jacente de type Vidal, urticaire chronique, ou pas forcément de maladie sous-jacente? Et les hypersensibilités immunologiques, ce sont des allergies vraies, qu'elles soient immédiates ou retardées, mais elles seront dues à un seul INS. Alors, les expressions cliniques peuvent être aiguës ou retardées, que ce soit par un mécanisme d'inhibition COX-1 ou une hypersensibilité immunologique vraie. Et le professeur Nicolas vous l'a bien montré avec ces histoires de mastocytes qui vont dégranuler, que ce soit par la voie IgE médiée ou par simple histaminolibération non spécifique par activation des récepteurs émergés PERX2 ou d'autres récepteurs spécifiques du mastocyte. Alors, les moyens diagnostiques vont reposer sur l'anamnèse, parfois sur les tests cutanés. Et là, vous avez bien compris que dans la première partie, tout ce qui est inhibiteur de la voie COX-1, les tests cutanés n'ont aucun intérêt et qu'on va pouvoir proposer ces tests cutanés prick IDR au patch que dans les mécanismes IgE médiés ou
les hypersensibilités retardées médiées par les cellules T, les lymphocytes T. Chez nous, on ne fait pas de TAB, on ne fait pas de test d'activation des basophiles, mais le test, le gold standard, reste le test de réintroduction, justement dit par le professeur Nicolas. Donc tout ça, ça va être déterminé en fonction de la clinique. Vous m'arrêtez quand vous voulez, parce que l'essentiel a été dit. Donc, le diagnostic va reposer sur l'anamnèse. Les tests cutanés ont une faible sensibilité, ils ne sont pas dénués de risque, et les tests in vitro non plus, on ne les fait pas, car il y a beaucoup de faux positifs, mais là aussi c'est anecdotique, tout ce qui est test par voie nasale, mais par contre le gold standard reste le test de provocation à l'aspirine notamment. Alors, pour le premier phénotype, l'asthme ou rhinocénusite induit par l'aspirine, 3 à 5% des patients donc, asthmatiques ne tolèrent pas les anti-inflammatoires. Mais par contre, quand on fait un test de provocation, le ratio peut monter jusqu'à 20%. Alors, ils vont faire une crise d'asthme dans les 30 à 120 minutes. Et cette catégorie de patients va réagir à tous les anti-inflammatoires qui inhibent la voie COX-1. Alors, avec le paracétamol, généralement, avec le Coxib, généralement, il n'y a aucun problème, mais il peut y avoir une hypersensibilité single au paracétamol, on l'a dit. Alors là, c'est pour juste vous dire, pour que, par rapport à ces patients asthmatiques, que dans la majorité des cas, ils vont tolérer les Coxib, donc les anti-COX-2 purs ou préférentiels. Donc, ça dit la même chose. Donc, pour gagner un petit peu de temps, on ne va pas se répéter. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est l'éviction stricte des anti-inflammatoires donc dérivés de l'aspirine, qui inhibent fortement la voie COX-1. Le paracétamol est généralement bien toléré, mais ajouter du singulaire ne sert à rien parce que ça ne va pas couvrir donc la réaction. Ils vont quand même réagir, même si vous leur donnez des anti-leucotriènes. Mais par contre, pour des patients qui sont cardiaques, coronariens, qui ont besoin de l'aspirine à petite dose, on peut faire des protocoles d'accoutumance qui marchent très très bien. Alors, voilà, donc on est dans le syndrome de Widal, donc les maladies exacerbées par les respiratoires exacerbés. Généralement, l'alternative, c'est le paracétamol et les Coxib. Alors, maintenant, donc on vient de voir ces anti-inflammatoires qui exacerbent les maladies respiratoires. Maintenant, les anti-inflammatoires qui vont exacerber les maladies cutanées, notamment l'urticaire chronique, eh bien, quel est l'arbre décisionnel? Eh bien, soit on fait un test de provocation avec perform challenge test with culprit, avec le coupable, avec la drogue qui a été à l'origine. Alors, s'il est positif, c'est qu'on est dans le bon diagnostic. Donc, il faut proposer une autre alternative avec les COX-2. Et pareil, donc, dans les anti-inflammatoires qui vont induire une urticaire ou un angioedème. Alors, pour aller un petit peu vite, parce que je crois qu'on est pris par le temps, parmi l'ensemble des médicaments les plus toxiques vis-à-vis des mastocytes sont l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antibiotiques en particulier. Ça, c'est pour l'urticaire vrai, qui peut être d'origine alimentaire ou médicamenteuse, mais ce n'est pas le sujet. Alors, mais par contre, dans l'urticaire chronique non allergique, c'est une urticaire non allergique d'origine alimentaire ou médicamenteuse
ce ne sont pas de véritables réactions allergiques, mais des réactions d'hypersensibilité non allergique. Le professeur Nicolas vous l'a bien expliqué. Chez certains patients, l'urticaire est induite par la pression, les frottements, ça on vient de le voir. Mais par contre, l'urticaire aiguë allergique alimentaire et en général survient après l'exposition à une protéine alimentaire. Et à ce propos, l'urticaire, on parle d'urticaire allergique. Et ces cas peuvent être graves et donner une anaphylaxie. Ce n'est pas le propos. Alors, qu'en est-il pour l'urticaire chronique et les coccibes? Alors, les coccibes, ils sont généralement très très bien tolérés. Voilà les coccibes qu'on peut proposer. Vous voyez que dans cette étude, les réactions sont pratiquement nulles chez les crosses intolérants qui font des réactions à l'aspirine et aux dérivés de l'aspirine. Alors, voilà, pour l'urticaire chronique aggravé par les AINS, l'alternative va être le paracétamol et les coccibes. Maintenant, qu'en est-il pour l'urticaire et l'angioëdème induit par l'aspirine et les autres AINS? Eh ben, la conduite à tenir va être pareille. Le diagnostic, il va reposer sur les réactions cliniques répétées du même type avec au moins 2 AINS. Le test de réintroduction avec l'AINS suspect, si l'histoire clinique est douteuse. Si l'aspirine est impliquée, il faut faire un test de réintroduction avec un ANS COX-2 à la recherche d'une alternative directement. Il n'y a pas d'intégration de test cutané ni de TAB. Alors, dans ce cas-là, on va éviter les ANS COX-1 et on va faire un test alternatif de réintroduction directement des COX-2 inhibiteurs. Et puis, il ne faut jamais donner d'autorisation de prescription sans des tests de réintroduction. Ça, c'est la théorie, mais est-ce qu'on peut le faire dans nos cabinets? Ça, c'est une autre histoire. Donc, ça, je vais passer. Donc, voilà les urticaires et angioëdèmes induits par plusieurs ANS. L'alternative, vous voyez qu'on est toujours dans le même cas de figure. L'alternative, ça va être le paracétamol, les coccibes, et c'est plus facile comme ça. Mais par contre, en ce qui concerne l'hypersensibilité sélective aiguë à un seul AINS, là, on pourra faire un bilan allergologique, on pourra faire des tests cutanés ou dans l'hypersensibilité immédiate, ou des patch tests ou des intradermoréactions quand il s'agit d'hypersensibilité retardée. Là, dans ce cas de figure, on a une réaction à un seul AINS avec bonne tolérance à un autre et des réactions croisées avec les AINS du même groupe que celui-là, de la même classe, pas de la même famille, de la même classe. Et les réactions IgE sont possibles avec les AINS et on peut les révéler parfois par des tests cutanés, des tests d'activation des basophiles qu'on peut faire. C'est uniquement dans ces cas-là qu'on peut faire un bilan. Le test de réintroduction pour exclure les réactions croisées on peut aussi les proposer. Voilà, les tests cutanés, ça je ne vais pas m'attarder, donc ça c'est l'objet d'un atelier. Il y a des dilutions à faire, donc voilà, ça c'est de la pratique. Alors, qu'en est-il de cette hypersensibilité sélective immédiate? Quelle est la conduite à tenir? Si un autre ANS est toléré, le patient peut continuer à le prendre. S'il vous dit qu'il fait une allergie au diclofénac et qu'il n'a rien avec le piroxicam, vous le laissez prendre son piroxicam. Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de notion de tolérance d'un autre ANS, un test de réintroduction et un test de provocation, il est indispensable. Et on peut faire une induction de tolérance à l'aspirine. Voilà donc les médicaments qui sont responsables des réactions sélectives. Alors, vous avez les pyrazolés, mais heureusement qu'on n'en a pas, maintenant qu'ils ont été retirés. Le diclofénac, il est responsable de réactions sélectives. Le paracétamol, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et certains coccibes aussi. Donc voilà, là, c'est le seul cas dans l'hypersensibilité sélective
où on va proposer un ANS. On peut rester dans la classe. Par exemple, s'il fait une réaction à l'aspirine, il peut prendre de l'ibuprofène ou il peut prendre du diclofénac. Mais dans les cross intolérants, ils ne pourront pas. J'espère que ça a été clair. Dans les toxidermies, c'est une réaction retardée au-delà de 24 heures. On a les toxidermies légères, l'érythème maculopapuleux, l'érythème pigmenté fixe, les photosensibilisations, les urticaires et les eczémas, et les sévères, l'érythème polymorphe, la nécrolyse, le LAIL, le DRESS et la PEHG. Les toxicitaires, donc le diagnostic qui se fait sur la clinique, sur des patch tests, des intradermoréactions à lecture retardée. Les tests de réintroduction sont contre-indiqués, attention, dans les toxidermies sévères, parce que vous pouvez réveiller, activer cette toxidermie. Mais par contre, quand il s'agit d'une alternative, on peut proposer un INS d'une autre classe. Voilà. Donc ça reprend l'arbre décisionnel. Donc, il repose sur l'anamnèse, sur l'histoire clinique, et puis, la plupart du temps, c'est le test à l'aspirine qui va déterminer la conduite à tenir. Quand il est positif, le test à l'aspirine, on va chercher une alternative. Le paracétamol sera autorisé, les coxibes ils seront autorisés, et quand il est négatif, on pourra donner donc les autres anti-inflammatoires. Voilà, moi je pense que sur ce, bon, ça reprend à peu près ce que tu disais dans l'atelier LNI. Donc, devant une hypersensibilité aux INS, il faut toujours demander donc, l'histoire clinique, hein, la réaction, les symptômes, et il faut demander une maladie underlying disease, s'il y a une maladie sous-jacente, l'asthme, l'urticaire chronique, et puis il faut demander s'il tolère d'autres anti-inflammatoires. Comme ça, vous pouvez classer votre patient dans les cross intolérants, hein, ou les singles. Et les cross intolérants, ils vont réagir à tous les anti-inflammatoires, mais par contre, les singles, ils vont réagir à une seule classe de médicaments. Voilà le message. Donc, alors, le diagnostic, l'histoire clinique, les tests cutanés, les tests sont non validés, les tests in vitro sont non validés. C'est le test de réintroduction qui reste le gold standard. Voilà, le test de provocation à l'aspirine, à l'ibuprofène, l'accoutumance à l'aspirine, comment on fait. Et voilà, une fois le test terminé, il faut informer le patient qu'il ne doit pas interrompre plus de 3 jours le traitement et qu'il n'est pas autorisé à prendre une dose d'aspirine supérieure à celle atteinte pendant l'accoutumance. Et si il interrompt son traitement de plus de 3 jours, il faut recommencer l'accoutumance. Et je vous remercie. Merci Younes pour cette belle présentation, Aïré. Et on passe aux questions, si vous avez des questions. C'est Mohamed. Merci Younes. Devant une réaction type immunologique avec réaction retardée, vous avez dit qu'on peut explorer avec des IDR comme on peut l'explorer avec des patchs. Quel est le critère du choix entre IDR ou patch? Pour nous, le plus facile, c'est de faire des IDR parce que les patchs, on ne sait pas les préparer en ambulatoire. Les patchs, c'est plutôt hospitalier. Alors, mais la différence principale, à mon avis, c'est que les patchs, ils ne sont pas dangereux. Mais par contre, dans les toxidermies sévères, les IDR peuvent être dangereux. Et ça, je pense que Eleni nous dira qu'elle ne ferait pas ça dans un cabinet privé. Hein? En ambulatoire, ça se fait à l'hôpital.
Alors, la lecture des pages se fait dans les 48 à 72 heures. Et les IDR doivent être lus aussi dans les 48 à 72 heures, voire même plus, selon la demi-vie du médicament. Oui, tu peux dire quelque chose? Tu as un commentaire, Eleni? Peut-être que le professeur Nicolas pourra nous dire plus si les patch tests pourraient induire des toxidermies sévères. Voilà, peut-être que ça arrive une fois, deux fois. Il y a le professeur Barbeau qui nous disait que parfois oui, donc il nous avertissait. Sinon, quelle est la concentration utilisée, aussi bien pour les tests que pour les concentrations? Je parle de la solution mère. Pour les IDR, les concentrations sont standardisées. Je ne me suis pas attardé là-dessus. Elles sont standardisées. Et moi, personnellement, je ne les fais pas parce que c'est un travail d'hospitalier. Hein. Et quand il s'agit de toxidermie, il faut être très prudent, à mon avis. Il faut laisser les dermatologues et les immunodermatologues le faire. Le professeur Nicolas, je pense qu'il faut être prudent. Moi, j'ai une question, Younes. Si jamais il y a une réaction immédiate à un AINS, et c'est connu, pourquoi faire le test de provocation pour chercher l'alternative, alors que les anti-COX-2, c'est safe? Très bonne question. Le test de provocation, il n'est fait que quand l'histoire clinique n'est pas claire. On ne le fait pas de test de provocation quand la clinique, quand il vous dit qu'il réagit au propionique, à l'aspirine, au diclofénac, donc à différentes classes de médicaments anticoxins, c'est qu'il est cross-intolérant. Quand il te dit qu'il réagit uniquement au diclofénac et qu'il tolère l'ibuprofène, qu'il tolère l'aspirine, c'est que c'est un single. Là, il est dans l'hypersensibilité immunologique et géomédiée. Hein. Ça, c'est la clinique qui détermine. Et puis, à mon avis, le message le plus important et la question la plus importante, il faut toujours, en dehors de la clinique, et ça, j'ai insisté là-dessus, demander s'il y a une maladie sous-jacente. Les AINS sont généralement exacerbateurs, dans la plupart du temps et dans la majorité des cas, où il y a une maladie respiratoire sous-jacente, où il y a une urticaire chronique sous-jacente. Et dans le cas où c'est de l'urticaire induit par l'AINS, il s'agit de deux classes de médicaments différentes qui vont entraîner l'AINS. Mais par contre, dans l'anaphylaxie, c'est un seul. Et parfois, il y en a plus. Merci bien Younes pour la présentation de cette classification. Alors c'est vrai que pour l'urticaire, nous on n'a pas besoin de la classification. À partir du moment où il n'y a qu'une urticaire, on revient toujours au même. Si ce n'est pas de l'anaphylaxie, donc on est grade 1, ça n'est pas allergique. Et quand on le vérifie, ça n'est jamais allergique. Même si c'est uniquement l'aspirine ou uniquement au paracétamol. On a beaucoup d'urticaires forcément induites par les médicaments. Et c'est vrai que nous, sur le plan pratique, je parle d'urticaire, avec les antihistaminiques, 95% des patients qui ne supportent pas l'AINS le supportent parfaitement. Donc c'est vrai que nous, la première chose à faire, c'est antihistaminique. Je reviens toujours avec grade 1. Si on reste grade 1, je pense qu'il n'y a pas on n'a pas de problème. Les pneumologues, c'est plus compliqué. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Donc, je pense qu'on est dans les temps. Je remercie les orateurs pour leur excellente présentation et je remercie l'assistance pour la présence. Et je vous invite à une pause café. Merci.
Oui, les deux. Donc, dans la présentation de tout à l'heure sur grossesse et allergie, il y avait une plaque qui était un petit peu vide, c'est urticaire. Je comptais la remplir grâce à Nadia, mais je ne l'ai pas vu ce matin, elle est là. Donc, les antihistaminiques, on peut les donner. Mais la question que je me suis posée, c'est l'urticaire chronique, qu'on appelle idiopathique. Le traitement, normalement, c'est de donner 4 fois la dose. Alors, comme je n'étais pas sûr, voilà, donc Alors, on ne donne pas 4 fois la dose. On fait un comprimé, on attend 2 semaines, si ça ne marche pas, on augmente, etc. Et chez la femme enceinte, il n'y a aucune contre-indication à ce protocole. Mais en pratique, pour avoir un peu la paix, on n'arrive jamais à ces doses-là, mais il n'y a aucune contre-indication à donner les antihistaminiques. Et on est même revenu sur cette histoire de toxicité, phytotoxicité. Donc aujourd'hui, on est libre de prescrire n'importe quel antihistaminique. Bon, en général, on garde toujours les premières générations en début de grossesse, même si dans les consensus internationaux, il n'y a plus ça. Et par contre, il faut éviter les sédatifs anticholinergiques en fin de grossesse. C'est tout. C'est la seule recommandation en cas de grossesse. Dans l'urticaire, non. Par contre, il faut faire attention au PUP syndrome chez la femme enceinte. Le tout n'est pas urticaire.